et à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc voilà, Jérémy m'a déjà présenté, c'est, en cette qualité de doctorante en première année qui m'a proposé de faire le lien entre les intervenantes de ce soir et aussi ça fait plusieurs années que je vis en Turquie et que je suis le mouvement féministe ici. C'est là que j'ai rencontré Aslı d'ailleurs. Donc ce soir, on accueille pour la Turquie Aslı Telseren, qui est enseignante-chercheuse en sociologie. Elle est associée au laboratoire LCSP doğru mu? Ouais, et au CEDREF de Paris 7. Et elle travaille en particulier sur les études de genre et la sociologie politique. Et aussi, elle est active au sein du mouvement féministe à Istanbul depuis longtemps. Et voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et pour la France, Geneviève Courreau, qui est militante féministe et qui a enseigné pendant 36 ans, la plupart du temps dans les quartiers nord de Marseille. Vous êtes aussi ancienne présidente de l'Assemblée des femmes et des élus contre les violences faites aux femmes en France. Et vous êtes également ancienne présidente de la Commission droits sexuels et reproductifs, santé des femmes, du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc je pense que ça va être une discussion très intéressante. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer la parole, je voulais faire une petite introduction et aborder la question des chiffres des violences faites aux femmes, sans donner des chiffres, mais juste s'interroger sur à quoi ils servent. Et donc, on les utilise pour montrer l'ampleur du phénomène, pour prouver une tendance alarmante ou pour certains, comme c'est le cas des autorités turques l'année dernière, pour se réjouir d'une prétendue amélioration de la situation. Donc, ça dépend comment on les utilise et qui les utilise. Mais les chiffres ne permettent pas de s'interroger vraiment sur les causes des violences. Et par ailleurs, il faut les prendre avec du recul parce qu'ils ne permettent pas de refléter réellement l'ampleur du problème. C'est d'abord du fait de la façon dont ils sont collectés. Les données turques sont basées sur le nombre de plaintes et de procès engagés ou sur les faits ayant été rapportés par la presse et pas sur une enquête anonyme effectuée auprès d'un échantillon représentatif de femmes, comme c'est le cas chaque année en France. Donc la dernière étude, enfin il y a des études en Turquie, mais ce n'est pas systématique. La dernière étude de la sorte date de 2014. Et selon cette enquête, seuls 11% des femmes victimes de violences avaient formulé des plaintes auprès d'institutions publiques. En France, ce chiffre pour 2019, c'était 18%. Selon une autre étude, un autre rapport du comité d'experts du Conseil de l'Europe, 80% des femmes interrogées s'étaient vues refuser l'enregistrement de leurs plaintes par les autorités. Donc voilà, il faut réaliser que ces chiffres, si on se base seulement sur l'état des plaintes, ne reflètent qu'une part infime de la réalité. Et par ailleurs, donc, bien qu'ils soient importants pour montrer le caractère structurel des violences, ils tendent aussi à peut-être désensibiliser un peu. On pourrait en reparler, mais à l'encontre de ça, par exemple, la dénonciation sur les réseaux sociaux, ce qu'elles font, c'est justement l'inverse, c'est montrer, de donner un visage à ce problème derrière les chiffres et insister aussi sur l'effet de ces violences sur les vies des femmes avec des histoires et de tourner le projecteur aussi vers les auteurs. Euh, ce que les chiffres ne permettent pas vraiment de faire. Donc les visages de ces violences sont tristement similaires quand on entend les histoires de discrimination, les histoires de harcèlement, les détails morbides sur les violences, les féminicides en France comme en Turquie. Donc, où que l'on soit, les violences sexistes et sexuelles s'appuient sur la perpétuation des rapports sociaux genrés, hiérarchisés, qui sont au fondement de masculinité violentes et qui sont donc au fondement des violences faites aux femmes. Donc ce soir, on vous propose de se concentrer sur l'analyse de l'action ou de l'inaction des autorités, de regarder aussi les discours publics comme étant à la base aussi de la perpétuation de certaines cultures inégalitaires ou cultures de violence, et de regarder aussi la vigueur des mobilisations des femmes qui sont en fait de plus en plus publicisées, visibles et en lien
aussi entre elles au niveau international. Donc nos deux intervenantes ce soir sont des actrices du mouvement des femmes en Turquie et en France et elles cherchent aussi à apporter une analyse des violences et du patriarcat. Donc voilà, je voulais maintenant passer la main à Aslı, si ça te va, si tu es prête. On s'est concerté avant sur les questions, donc on va procéder comme ça. On va d'abord parler avec Aslı, sous forme de questions-réponses, et ensuite on passera à Geneviève et après aux questions du public. Donc d'abord, Aslı, je voulais te demander faire un bref état des lieux des acquis juridiques et des actions ou inactions actuelles de l'État vis-à-vis des violences masculines. Parce qu'en juillet 2020, la Turquie a menacé de se retirer de la Convention d'Istanbul et s'en est suivi une mobilisation du mouvement des femmes sur plusieurs mois. Aujourd'hui, le projet est abandonné de retrait, mais bon, on est toujours un peu dans cette menace. Mais les campagnes continuent encore, en fait. Les réunions continuent encore. Les réunions des féministes contre cette menace de se retirer de la Convention d'Istanbul continuent encore. En fait, nous, on ne s'est pas calmé, en fait, même s'ils ont changé leur avis. Voilà. Voilà, donc justement, en fait, à quoi sert cette convention? Quelle importance elle a pour le mouvement des femmes en Turquie et pourquoi elles y tiennent? Ok. Voilà. Merci. Et en fait, avant de faire un bref état de lieu, j'aimerais bien d'aborder quelques points sur la violence masculine à l'égard des femmes. Malheureusement, je n'ai pas les datas sur toutes les formes de la violence masculine de 2020 et 2021, mais je vais donner quand même quelques chiffres de féminicide, même si on ne peut pas peut-être déterminer les causes de la violence, mais au moins on peut voir l'ampleur de la violence masculine à travers ces chiffres. Et en fait, est-ce qu'on cache ce chiffre ou en fait, tu vois un peu ce que je veux dire. Bon, en fait, je vais continuer avec les chiffres. Selon les données de la plateforme Nous arrêterons les féminicides, en janvier 2021, il y a eu 23 féminicides et 14 femmes étaient mortes de façon suspecte. Et en 2020, 300 femmes étaient tuées par leur mari, compagnon, ex-compagnon ou un membre masculin de leur famille. Et en plus de ça, il y a en fait 174 femmes sont mortes de façon suspecte sous la même année. Et selon Anıt Sayaç, c'est un monument numérique pour les femmes victimes de féminicide. Ce chiffre est de 407. Alors, malgré le nombre élevé de féminicides, l'État ne parvient pas à suivre correctement les cas et à produire des données fiables. Parce qu'en fait, le nombre de féminicides déclarés par l'État et les organisations des femmes et les organisations féminicides est en contradiction. Et malgré les lois nationales et internationales sur l'élimination et la lutte contre la violence, les mesures prises par la Turquie ne permettent pas de prévenir la violence à l'égard des femmes. En fait, bien que le nombre des cas de la violence masculine soit assez élevé, l'été dernier, comme tu as dit, la Convention d'Istanbul a été remise en question par le gouvernement et les groupes proches du gouvernement, et ils ont menacé de se retirer de la Convention d'Istanbul, alors que l'histoire nous montre que dans ces dernières 10 années, le nombre de féminicides le moins élevé en Turquie, c'était en 2011. C'est l'année de la préparation et de ratification de la Convention d'Istanbul. C'est-à-dire que quand il y a une volonté et une détermination pour la lutte contre la violence au niveau politique, cela produit des réels effets sociaux. Et en fait, rappelons que la Convention a été ouverte
à la signature à Istanbul, et la Turquie devenue le premier pays signataire de la Convention en 2011 et l'a ratifié sans aucune réserve. Aujourd'hui, ils ont discuté, ils discutent de mettre peut-être quelques réserves sur la Convention d'Istanbul. Alors, la préparation de cet important document sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes peut être vue comme un engagement évident à développer des politiques existantes conformes aux normes internationales pour lutter contre la violence masculine à l'égard des femmes suite à l'arrêt Opuz versus Turquie. Peut-être vous connaissez déjà cet arrêt. La Turquie avait été condamnée c'était en 2009, la Turquie avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans cet arrêt pour son inaction dans la protection du droit à la vie d'une femme tuée par son conjoint alors qu'elle avait dénoncé des violences pendant des années. En fait, ça durait vraiment très longtemps. Et la Cour européenne des droits de l'homme a considérer l'attitude de la Turquie comme une discrimination passive contre les femmes. Et c'est le premier pays qui a été condamné pour ne pas avoir protégé le droit à la vie d'une femme. Et après la ratification après cet arrêt, la Turquie a montré vraiment une volonté pour la Convention d'Istanbul. Et après la ratification de cette convention, conformément à l'article 90 de la Constitution, il était nécessaire d'établir une loi plus efficace que la précédente loi numéro 4320 sur la protection de la famille qui ne répondait pas aux normes de la Convention d'Istanbul. Et par conséquent, la loi numéro 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l'égard des femmes a été préparée avec la coopération du ministère de la Famille et des Politiques sociales et des organisations de femmes et des organisations féministes, c'était très important, et ratifiée en 2012. Alors, la loi 6284 établit des mesures de protection et de prévention pour les femmes et les autres membres de la famille qui sont victimes de violences domestiques. Et cette loi a constitué une étape très importante pour nous et elle appelle à la création des centres de prévention et de surveillance de la violence pour soutenir les victimes de violences. Mais malheureusement, le nombre de ces centres n'est toujours pas au niveau souhaité en 2021, tout comme le nombre insuffisant des maisons de refuge pour les femmes victimes de la violence domestique et la violence masculine. Et cette loi prévoit également la possibilité pour les autorités judiciaires de prendre des mesures préventives, des ordonnances de protection ou des mesures d'éloignement des conjoints violents, bien que toutes ces évolutions soient cruciales pour prévenir la violence, sa mise en œuvre pose des problèmes graves. Il y a une absence de volonté de combler le fossé entre la législation et sa mise en œuvre. Du coup, en fait, ça devient plus en plus explicite des fois. Et lors de pandémie, on a vu un exemple de ça. Et en fait, il y avait, le gouvernement a pris un décret à effet temporaire sur l'exécution des peines de prison. Et d'après celui-ci, certains auteurs de violences contre les femmes ont pu bénéficier d'une libération de peine et être libérés des prisons. En fait, le gouvernement a affirmé que les crimes contre les femmes n'entrent pas dans le champ d'application de ce décret, mais ce n'était pas vrai parce qu'en fait, il n'y a pas d'article précisément sur les crimes contre les femmes dans le code pénal. Et même si les crimes contre l'intégrité sexuelle et corporelle, tels que le viol, harcèlement ou maltraitance des enfants,
et les crimes concernant la violation de la vie privée sont en effet exclus de ce décret. La majorité des violences contre la femme dérivent des crimes tels que le chantage, les menaces, les blessures, les agressions, les insultes et violations de l'immunité de domicile entrent donc dans le champ d'application et de la modification. Alors, sinon, un autre controverse était sur la décision du Conseil suprême des juges concernant des mesures prises contre les risques épidémiques. Selon celle-ci, les mesures d'éloignement d'un conjoint prises en vertu de la loi numéro 6284 doivent être évaluées de manière à ne pas menacer la santé des parties. C'est-à-dire que si les juges pensent que cette mesure d'éloignement crée un risque pour la santé de l'homme vis-à-vis de COVID-19, ils peuvent décider de ne pas prioriser l'assurance de la sécurité des femmes. Du coup, les organisations des femmes et les organisations de défense des droits ont également réagi à cette décision, mais en fait, ça s'est réalisé. En fait, nos peurs ont réalisé. Alors, la violence masculine à l'égard des femmes est présente dans toutes les sphères de la vie malgré l'existence d'un cadre juridique et normatif suffisant tant au niveau national qu'international. En fait, on ne peut pas encore prévenir la violence masculine. Et dans un tel contexte, victimes directes de la violence masculine ou non, toutes les femmes sont impactées par les actes violents et ses conséquences politiques et sociales. Et en raison des problèmes de mise en œuvre de la Convention d'Istanbul et de la loi numéro 6284, les femmes sont contraintes de se battre elles-mêmes pour leur droit à la vie. Il semble que l'ampleur et les impacts de la violence masculine ne sont pas complètement admis par le corps politique et judiciaire et comme conséquence, la violence à l'égard des femmes ne peut pas être totalement anéantie, d'où le besoin pour le féminisme de se manifester en tant que mouvement de théorie, de recherche et d'action politique, publique et sociale. Voilà, en fait, j'ai donné un peu trop de détails, je pense. J'espère que c'était pas trop. Mais je me suis dit que peut-être vous ne connaissez pas la situation et c'est pour ça que j'aimerais bien de donner un tout petit peu de détails. Aussi parce que dans le mouvement des femmes et le mouvement féministe en Turquie, la référence à la Convention d'Istanbul et à la loi 1284, ça peut paraître technique comme on en parle voilà, ici, mais c'est fondamental pour elle et c'est dans tous les slogans, c'est dans toutes les manifs, dans toutes les publications. C'est notre garantie en fait. Oui, oui, donc c'est une source de droit stable, enfin une base de mobilisation et de coordination, enfin, de regroupement aussi des femmes. En plus, cette loi est très importante parce que dans sa préparation, il y avait, en fait, le gouvernement avait inclus les organisations féministes aussi. Donc, c'est pour ça aussi c'est très important, même s'il y avait des discussions encore et ils l'ont ratifié un peu trop vite. Il y avait encore des discussions, mais quand même, c'est un document très important pour nous. Et aussi, ça symbolise un peu le revirement des autorités sur ces questions-là. À une époque, elles acceptaient de communiquer, négocier, enfin, discuter avec les... Oui. Je crois que ça a arrêté là-bas. Depuis 2013, il n'y a aucun lien en fait entre les organisations féministes et le gouvernement. En fait, il n'y a pas les négociations. D'accord. Et justement, est-ce que tu vois, il n'y a pas une coopération comme ça, on peut dire au moins. Oui, enfin, les autorités sont plus vues comme des partenaires potentiels dans cette lutte, quoi. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des mobilisations de femmes en Turquie, voilà, qui sont les actrices du mouvement,
comment elles s'organisent et aussi comment elles ont réussi à garder la rue. Parce que c'est un peu ce que beaucoup de gens disent, les personnes d'opposition qui disent bah, il n'y a plus que les féministes qui sont dans la rue. Alors, comment ça se Ok. fait? En fait, toutes les femmes, on peut dire que toutes les femmes qui voient le patriarcat et les problèmes structurels à cause du système patriarcal comme un problème sont dans le mouvement féministe actuel. En fait, il y a un mouvement féministe très fort en Turquie aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis des années 80. Bien sûr, avant les années 80, il y avait un mouvement féministe aussi, mais avec la deuxième vague du féminisme, ça s'est fortifié, on peut dire ça. Et en fait, les féministes de la Turquie, quand on parle d'eux, en fait, il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Dans le mouvement, il y a des femmes de différentes classes sociales, différentes sexualités, d'âge, de religion, d'identité ethnique, de métier, etc. Il y a aussi beaucoup de féministes indépendantes, c'est-à-dire que en fait, les féministes qui n'ont pas des liens organiques avec des organisations de femmes ou organisations féministes. Mhm. Alors, comment on garde la rue? En fait, c'est vraiment très important pour nous garder la rue. Lors de la pandémie, nous avons utilisé les réseaux sociaux efficacement et nous essayons de garder le lien entre nous. Mais avant ça, déjà, on avait, comment dire, avant la pandémie, déjà, on essayait de garder les liens avec les féministes de partout, en fait, partout en Turquie, je veux dire. Nous avons fait 2 réunions, en fait, des femmes qui réunissaient des femmes de toute la Turquie. Et nous sommes très ouvertes aux demandes des unes et des autres. Je pense que ça sert beaucoup aussi, ça sert à nous pour pouvoir organiser assez rapidement, en fait. Donc, elles s'organisent Là, on utilise les en mails, réseau. les réseaux sociaux, etc., vraiment très efficacement. Mhm. Et donc, au-delà de la diversité du mouvement des femmes en Turquie, vous arrivez à avoir des plateformes de coordination pour faire parfois des actions simultanées, soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux maintenant. Et aussi, par exemple, dès qu'il y a, il faut qu'on, en fait, dès qu'il y a un truc qui se passe et il faut qu'on s'organise rapidement, en fait, on le fait. Par exemple, on dit, en fait, souvent, on ne dit pas que oh, c'est trop tard maintenant. Non, non, on dit que, OK, on fait quelque chose avec les femmes qui peuvent venir ce soir, par exemple. Quand on organise des manifs, souvent, on réagit assez vite. Mhm. Oui, un peu en mode réflexe, enfin, elles disent réflexif. Oui. Au fur et à mesure des événements et de l'actualité, elles ont une capacité de se mobiliser très rapide et impressionnante. Enfin, je trouve. Et toi, tu es aussi dans le mouvement féministe à Istanbul. Oui, bah, du coup, je suis aussi et je vois ce qu'elles font. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais qui seraient un peu ces derniers temps les priorités du mouvement des femmes? Enfin, est-ce que tu peux nous donner des exemples de campagnes, par exemple, que vous avez Oui, actualisées? en fait, oui, nous organisons des campagnes. Je peux donner quelques exemples. En fait, déjà avant, on avait organisé des campagnes contre l'amnistie par le mariage des auteurs abus sexuels sur mineurs, où on a fait des campagnes pour le maintien des pensions alimentaires. Il y a encore une discussion autour des pensions alimentaires. Je crois que depuis 2018, il y a ça, il y a cette discussion. Et sinon, on a fait des campagnes pour l'application de la loi 6284 et de la Convention d'Istanbul. Et en fait, au début des années 2010,
Nous avons organisé des campagnes pour la protection du droit à l'avortement. En fait, je peux donner quelques exemples comme ça. Et sinon, on est dans les rues. Ça, c'est très important pour nous, je veux souligner. Et même lors de pandémie, en fait, bien sûr, on fait attention de ne pas risquer notre santé ainsi que la santé des autres, mais on organise des manifs, on continue à organiser des manifs. Sinon, on organise des forums encore lors de pandémie. En fait, ça, c'est après Gezi, en fait, on a commencé à organiser des forums à Kadıköy, peut-être tu as entendu. Maintenant, à Taksim aussi, il y a des forums les vendredis. Et actuellement, nous continuons nos activités de forum en ligne, mais même de se réunir virtuellement nous fait du bien, en fait. C'est un peu ça, nos activités sont comme ça. Et pendant ce temps-là aussi, d'après ce que j'ai vu, c'est aussi un moment de réflexion commune du mouvement féministe, à la fois des actions dans la rue et des campagnes de visibilisation, mais aussi de réflexion collective. Et il y a certains principes, certains concepts développés par le mouvement des femmes en Turquie qui sont assez propres à la Turquie, je pense. Cette notion, par exemple, en français, c'est un peu étrange, mais ce serait primauté ou présomption de bien fondé de la parole des femmes. Kadın beyan esastır en turc. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du sens de ce concept, de ce qu'il implique et de ce qui n'est pas? Donc, présomption de bien fondé de la parole des femmes. En fait, c'est un acquis très important du mouvement féministe. Si je traduis notamment, en fait, tu as dit primauté de bien fondé de la parole. Je ne sais pas si c'est ça, parce que je ne connais pas ce mot, primauté, désolée. Mais si je traduis notamment, c'est un peu comme la déclaration de la femme est essentielle, en fait. Nous allons prendre ce qu'elles disent comme la base pour bouger, en fait. C'est un peu ça. Et en fait, ce principe s'est généralisé avec la loi numéro 6284. Et selon cette loi, en fait, la personne recherchant une protection peut introduire une demande de mesure sans preuve auprès du procureur, tribunal de la famille ou force de l'ordre. Et aucune preuve n'est requise pour la décision de mise en garde. Ce principe signifie que dans les cas où les preuves sont insuffisantes, la phase de poursuite s'est lancée sur la base de la déclaration de la femme ou de l'enfant. Parce qu'en fait, souvent, violence masculine, violence domestique, ça se passe à l'intérieur de chez nous. Du coup, c'est à la maison et en fait, assez souvent, on n'a pas de témoins de ça. Et si on ne parle pas, en fait, bien évidemment, la violence physique, c'est plus visible par les autres, mais il y aura d'autres formes aussi de la violence, il y a des menaces et tout. Et dans ce cas-là, en fait, on peut montrer des preuves si on n'a pas de texto, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est très important ce principe. En d'autres termes, on peut dire que la déclaration de la femme n'est pas un verdict. Et il est indispensable de prendre des mesures de protection et d'ouvrir une enquête et entamer une poursuite. Du coup, en fait, ce n'était pas dire que la déclaration de la femme est un verdict, je répète parce qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça, où on ne dit pas que la déclaration de femme, ce qu'elles disent, c'est vrai. Voilà, si c'était le cas, au lieu de dire que la déclaration de la femme est essentielle, on dirait que la déclaration de la femme, c'est la vérité. Du coup, il ne contredit pas avec la présomption d'innocence. C'est juste pour faire le suite
pour ouvrir une enquête, on dit que ok, cette femme a dit ça, et du coup maintenant c'est l'homme qui doit prouver qu'il n'est pas auteur de la violence. Donc, c'est une sorte de renversement de la charge de la preuve. C'est à l'accusé de prouver, du fait des inégalités entre les hommes et les femmes face à la justice aussi. Du coup, c'est l'idée que pour surmonter ces inégalités-là, ce serait aux hommes à l'accusé de prouver. Et aussi, c'est déjà très difficile pour une femme de dire que si j'ai subi à la violence, voilà, en fait, je crois que en fait, on prend ça aussi comme base. Mhm. Mais donc, c'est à la fois un aspect, ça c'est l'aspect juridique. Je ne sais pas s'il est vraiment reçu par les tribunaux en Turquie. Est-ce que ça a un Bah, effet? au moins, pour prendre la protection, voilà, Ouais. ça marche. D'accord, donc sur les mesures de protection, mesures d'éloignement, c'est suffisant. La simple déclaration des Oui, femmes. oui, non, en fait, juste tu te diriges vers le procureur ou à force de l'ordre ou au cours de la famille et tu dis que, en fait, moi, j'ai besoin de protection parce que telle personne me menace et tout. Mhm. Et voilà, en fait, Ok. Mais est-ce que ce principe, il pourrait servir aussi à un peu faire évoluer notre approche en général des violences faites aux femmes? Parce que, en fait, un réflexe répandu quand on entend, enfin, je dis pas on, enfin, euh, un des réflexes répandus, c'est de mettre en question la parole des femmes un peu euh, oui. immédiatement. Voilà, celles qui osent dénoncer, d'abord se focaliser sur elle, ce qu'elle a fait pour que ça aboutisse à ces violences. Donc, ce principe, je pense qu'il sert aussi un peu à dire bah, il faut être à l'écoute des femmes, Oui. sans jugement d'abord, avoir une position de soutien. Et voilà, ça ne veut pas dire systématiquement que la personne accusée serait coupable, mais en fait de renverser la perspective, de dire là, il faut se concentrer aussi sur les agissements de l'accusé et pas sur ceux de l'auteur de la dénonciation. Donc voilà, pour faire évoluer les mentalités aussi face à ces Oui. dénonciations-là. Mais encore, il y a beaucoup de gens qui disent que, en fait, qui peuvent, qui essayent d'accuser la femme encore parce qu'elle a subi une violence. Voilà. Mhm. Voilà. Oui. Ben, ouais, justement, c'est souvent ce qu'on entend, d'abord de questionner voilà, la volonté de la femme. Qu'est-ce Mais qu'elle du a coup, fait à cette heure-ci, à tel endroit, blabla. mhm. Et du coup, est-ce que tu penses que les mobilisations de femmes en Turquie ont un impact, un effet sur les mentalités et sur les pratiques sociales? Euh, oui, en fait, malgré tout ça, je pense petit à petit, ça évolue. En fait, les reportages faits dans les rues montrent que les gens considèrent que c'est très difficile d'être une femme en Turquie. Et dans ces reportages, souvent, on voit que le peuple évoque la structure sociale ou les traditions et les structures patriarcales, mais les femmes ont difficulté dans la vie sociale et économique. Et des questions telles que la violence à l'égard des femmes, les féminicides et la protection inadéquate des femmes par la loi sont parmi les problèmes les plus fréquemment dénoncés. Et d'une certaine façon, nous pouvons dire que les idées évoquées par le mouvement féministe ont eu des effets dans le reste de la population. Par ailleurs, quand quelqu'un est témoin d'un acte violent à l'égard des femmes, il ou elle intervient de plus en plus dans les rues, souvent. Et au moins, même si je ne connais pas en fait comment ça a changé les pratiques concernant les actes violents, je sais que
les individus ne peuvent pas dire complètement, ouvertement que oui, la violence masculine à l'égard des femmes, c'est acceptable, c'est très acceptable, tu vois. On ne peut pas dire ça, même s'il y a des gens qui pensent comme ça. Ils doivent le masquer et dire autrement pour continuer à être crédibles dans leurs endroits. Assez souvent, c'est comme ça. Justement, ouais, ben justement, à ce sujet-là, j'ai vu une étude, une enquête de l'Institut Conda qui date de août 2020, justement sur la question de l'acceptation enfin, la position dans la population vis-à-vis de la Convention d'Istanbul. Déjà, en fait, je crois que c'était 84% des personnes interrogées qui disaient connaître, enfin savoir ce qu'était la Convention d'Istanbul, 84% étaient pour le maintien de la Turquie dans la Convention. Et aussi, sur la question des violences, ils ont demandé si... enfin, il y a une expression en turc, tu me diras si je traduis correctement, mais les hommes aiment et les hommes battent. Erkekler sever de döver de, quelque chose comme ça. Et face à cette expression, il y a 5 ans, 37% des personnes interrogées disaient, condamnaient cette expression, et aujourd'hui, c'est plus de 60% qui condamnent cette expression, qui condamnent la banalisation des violences. Après, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est en fait, maintenant, ce qu'il est acceptable de dire a changé. Après, ça ne veut pas dire que les pratiques changent nécessairement. Mais voilà, je trouvais que c'était assez marquant, au moins sur une petite, une grande évolution sur 5 ans seulement. Voilà. Oui. Et donc, est-ce que tu... Ah, donc, il y a des évolutions, mais est-ce que... Parce que ce qu'on voit quand même vis-à-vis des autorités, notamment, mais aussi des lynchages sur les réseaux sociaux, etc., il y a quand même une résistance conservatrice face à la diffusion de ce discours féministe. Oui. En fait, il me semble que depuis quelques années déjà, partout dans le monde, il y a un discours anti-genre. En fait, peut-être pas partout, mais en fait, dans plusieurs endroits, on peut dire qu'il y a des discours anti-genre, anti-féministes et même misogynes, on peut dire. Et ça existe en Turquie aussi. Ici, dans le cas de la Turquie, on peut dire qu'au fur et à mesure que les demandes féministes se fortifient, les discours anti-genre, anti-féministes ou misogynes se fortifient aussi. Et en fait, ces discours ne peuvent pas cibler directement toutes les femmes à cause des raisons dont on vient de parler, mais tentent de diviser les femmes entre elles. Et un dernier exemple était énoncé il y a quelques semaines, je ne sais pas si tu l'as suivi, mais le président Erdogan a dit que... est-ce que tu l'as suivi? Non, je n'ai pas vu. De lesbiens. Ok. En fait, le président Erdogan a dit que, en fait, je ne traduis pas mot à mot parce que je ne peux pas, je crois. Il avait utilisé des autres mots, en fait, des expressions que je ne peux pas traduire directement, mais le sens était comme ne tenez pas sérieux ce que disent ces lesbiennes. Tenez sérieux nos mères et la mère et le pilier de la famille. Nous marcherons fermement dans l'avenir avec ces mères. Je ne sais pas si ça reste compréhensible avec cette explication. Et en fait, ça c'est un exemple de ça, mais les conservateurs priorisent la famille sur les femmes et argumentent que les féministes vont détruire la famille. C'est aussi une des raisons qui, en fait, des discussions autour de la Convention d'Istanbul. Ils ont aussi dit que à cause des conventions d'Istanbul, les femmes peuvent détruire la famille, etc. Ils ont tellement peur qu'on détruit la famille, en fait. Oui, donc c'est un retour sur cette structure familiale.
de laquelle les féministes en Turquie depuis les années 80 se battent pour dire que le privé est politique. Et Yeah. justement, eux, c'est à l'inverse, ils insistent à nouveau sur la structure familiale comme étant la base de la société et un peu ce qui se passe dans la famille reste là. Et c'est... Oui, mais en fait, je ne sais pas si tu as eu du temps pour lire l'article que je t'ai envoyé, mais en fait, il y a depuis, en fait, au début des années 2000, c'était pas comme ça. Ils n'avaient pas le même discours, mais au fur et à mesure que le gouvernement change son identité politique, leur discours a changé aussi. Et bien évidemment, les relations avec l'Union européenne influencent beaucoup l'attitude du gouvernement aussi par rapport à tous ces changements. Mhm. Toutes ces réactions, on peut dire. Oui, toi, tu identifiais plusieurs phases en fait de cette évolution dans ton article sur l'approche de l'AKP vis-à-vis des violences, il me semble. Voilà, c'est comme ça. Mhm. Je pense qu'on va devoir passer petit à petit à Geneviève. Merci beaucoup, Asle. Et puis après, Merci. dans la discussion, on pourra revenir avec les questions du public. Mais donc, on comprend que, d'après ce que tu as présenté là, l'essentiel du problème, selon toi, et aussi c'est la position majoritaire du mouvement des femmes en Turquie, que le problème tient surtout dans l'absence de volonté d'appliquer le droit, qui comporte des outils de lutte contre les violences masculines, comme tu as montré. Donc, c'est voilà, à la fois dans l'absence de volonté, mais aussi dans la diffusion d'un discours conservateur qui s'appuie sur la famille, comme tu nous l'as montré en dernier. Voilà, donc je pense que en France, c'est peut-être pas les mêmes justifications de cette violence, mais on entend quand même un discours de justification qui passe par exemple, une banalisation du harcèlement sexuel, qu'on assimilerait à de simples flirts, ou on dirait que ça fait partie de la culture française, etc. Donc, on trouve aussi des justifications de ces violences en France qui prennent d'autres mots, mais les effets de ces discours sont dangereux et similaires, et ils perpétuent une culture patriarcale et une culture qui encourage la violence aussi. Geneviève, est-ce que vous êtes prête Oui, oui, tout à fait. pour discuter? Donc, pour vous aussi, on voulait commencer par un bref état des lieux des violences faites aux femmes en France, de l'action et inaction des autorités. Il me semble que, enfin, on sait tous et toutes qu'Emmanuel Macron avait déclaré l'égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat. Donc voilà, quel bilan vous faites de l'action de ces gouvernements dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Ce serait ma première question. Bon, moi, je vais commencer un peu comme Asle à donner les chiffres très précis de là où on en est sur la question des violences et en particulier du féminicide. La question des violences, c'est quelque chose d'énorme et de très, très vaste à déterminer puisqu'elles vont des gestes sexistes dans l'espace public jusqu'au meurtre et à d'autres formes tout aussi violentes qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Je pense que la grande difficulté, vous avez tout à fait raison de le dire, c'est la question des chiffres et du débat autour des chiffres. Ce débat autour des chiffres, il alimente bien entendu le fait qu'on ne croit pas à la parole des femmes. Donc, où on en est cette année du point de vue des féminicides et comment est-ce qu'on est au courant de ces chiffres? Alors, d'une part, on a des résultats qui sont publiés par la DAV, qui est la Direction d'aide aux victimes, et qui produit depuis 2006 l'État national sur les morts violentes dans le couple à partir des données des services de la gendarmerie et de la police. On a également des associations dédiées qui s'intitulent Féminicide par compagnon ou par ex-compagnon et qui, elles, relèvent dans la presse
tout ce qui leur semble relever d'un féminicide et qui ne sont quelquefois pas du tout pris en compte par les statistiques de la police et de la gendarmerie. Et puis on a depuis, donc cette association, elle travaille depuis 2016. Et depuis 2019, nous avons 2 très grands quotidiens, Libération et Le Monde, qui ont consacré toute une partie de leur travail à déjà répertorier ces violences, les décrire, savoir qui étaient les meurtriers, qui étaient les victimes, et essayer de comprendre sur quel terreau elle se propage. Vous avez donc là tout un faisceau de présomptions. Quand on parle du déclaratif, et ça c'était la manière dont on travaille quand on fait les grandes enquêtes de type ENVEF, on aboutit à des informations qui sont extrêmement importantes, mais qui toujours se heurtent à des questions demandant mais quelle est la légitimité, mais sur quoi ça repose, mais est-ce que le déclaratif, etc., etc. C'est pourquoi on a besoin de ces données qui sont des données inattaquables. Alors, je vous les donne, ces chiffres. En 2019, puisque ce sont les seuls chiffres véritables qu'on ait, mais je viendrai à 2020 ensuite. En 2019, 146 femmes ont été tuées et 27 hommes, souvent parce qu'ils ont retourné l'arme contre eux, ou encore c'est eux qui ont commencé à attaquer leur femme qui s'est défendue. En 2018, 121 femmes sont mortes et 28 hommes. Vous voyez qu'en 2019, on a une progression. Depuis 2006, les pics antérieurs étaient de 166 en 2006 justement et de 148 en 2012, ce qui veut dire que l'année 2019 a été une année qui était extrêmement lourde sur ce plan-là. Dans ce type de meurtre, l'homme est l'auteur dans 88% des cas, vous l'aurez compris, avec arme dans 68% des cas. Dans 51% des cas, la cause est une dispute ou un refus de séparation et 25 enfants sont les victimes collatérales dont on ne parle pas beaucoup, 25 en 2019, 21 en 2018. Voilà le tableau actuel que nous avons. Si on prend l'année 2020, dont nous commençons à voir des remontées, le premier constat, c'est qu'une baisse tout à fait importante du nombre de décès, puisque certains parlent de 88 et le ministre Dupond-Moretti a avancé le chiffre de 90. Il faut que les chiffres soient validés, la vérification est en cours. Mais on voit bien qu'on ne va pas atteindre le chiffre de 2019 et heureusement d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? En 2020, évidemment, il y a eu le confinement. Le confinement n'a pas apporté, et on est loin encore de savoir exactement quels sont les effets du confinement sur la question des femmes. Donc, ça peut être des effets positifs parfois. Je viens de lire un article d'un journal belge disant que, au travers des chiffres compilés de 7 mutuelles de santé belges, les naissances des prématurés ont diminué de 30%, 70%, 80% en fonction des semaines. C'est-à-dire que cette baisse du nombre de prématurés, c'est une donnée qui est extrêmement importante en termes de santé publique. C'est un très gros plus. Ça, c'est un aspect positif du confinement. Je n'ai pas de chiffres pour la France. J'imagine que ça va être du même ordre. En ce qui concerne les violences, clairement, il y a eu une baisse du passage à l'acte. Et l'état des lieux à l'issue de la pandémie a néanmoins montré que le numéro d'appel 3919, qui est ce numéro qui est consacré à l'appel pour des violences et qui est tenu par une association, une fédération d'associations formidables qui s'appelle la Fédération nationale Solidarité Femmes, dont on pourra parler tout à l'heure pour expliquer d'où vient la mobilisation de cette fédération. Donc, la ligne du 3919 a explosé. Je vais vous donner des chiffres puisque la fédération les dit très clairement. Le nombre d'appels a bondi de 400%
400% entre la semaine du 9 mars 2020, c'est-à-dire avant le confinement, à la semaine du 20 avril pendant le confinement. Le numéro 3919 a reçu 44 235 appels pendant la période de confinement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ces victimes qui ont appelé, ces femmes qui ont appelé, elles ont été accompagnées. Elles ont trouvé de l'aide au téléphone. Et donc, la MIPROF, qui a la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences, créée en 2013, dit le nombre de victimes accompagnées a augmenté sans pouvoir que l'on tire la conclusion que le confinement a eu un effet déclencheur des violences sur le couple. Dans le fond, on ne le sait pas. Mais cela manifeste que les victimes se sont davantage manifestées et que les moyens mis en œuvre par l'État leur ont donné les moyens de le faire. Et en effet, dès les premiers jours du confinement, c'est-à-dire début mars, il y a eu une inquiétude de toutes les associations autour de cette question des violences. Toutes les associations l'ont dit. Moi, je suis à Marseille, ici, dans une association qui s'appelle Femmes Solidaires Marseille, qui appartient à un réseau national. Nous travaillons avec Oser le féminisme. Moi-même, j'appartiens à l'Assemblée des femmes et à Élus contre les violences faites aux femmes. Nous avions l'immense inquiétude de ce qui allait se passer pendant la période de confinement. Et donc, on a beaucoup pesé sur le gouvernement, par tous les moyens que nous avions, pour que le travail du 3919 ne soit pas interrompu et pour que le gouvernement prenne des mesures. Et donc, vous avez eu un déblocage des mesures. Et ce déblocage, vous en avez sans doute entendu parler, avec des actions très intéressantes. Par exemple, la création de lieux de refuge pour les femmes dans les centres commerciaux et dans les pharmacies. Et puis, certaines grandes surfaces, comme par exemple Casino et Monoprix, sur leur ticket de caisse, avaient inscrit le numéro 3919. Victime de violence, appelez le 3919. Ça a été très efficace. Et puis, vous aviez systématiquement l'intervention à domicile des forces de l'ordre dès qu'il y avait eu signalement, ce qui ne se produit pas habituellement. Et puis ensuite, au niveau judiciaire, la priorité donnée au traitement des violences intrafamiliales, comme les comparutions immédiates, l'ordonnance de protection, l'attribution du téléphone grand danger et la mise en place de moyens silencieux dont vous avez peut-être entendu parler, c'était des chats via le 114 qui a été ouvert à toutes les victimes de violences conjugales à partir du 31 mars, ou encore les plateformes de signalement. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que il semble que les passages à l'acte aient été beaucoup moins fréquents. Anne-Cécile Maillefer, qui est présidente de la Fondation des femmes, dit « Durant le confinement, il y a eu un discours politique fort contre les violences intrafamiliales. Les forces de l'ordre se déplaçaient systématiquement et les dossiers passaient en priorité dans les tribunaux. Donc, quand le politique veut, ça marche. » Et Anne-Cécile Maillefer a estimé que ces mesures provisoires ont permis de sauver des vies. Le ministre Dupond-Moretti, vous savez, celui-là même qui disait en juillet à un député, je crois que c'est Hervé Solignac, qui lui parlait des viols et des chiffres des viols, il lui disait « D'où vous sortez ces chiffres ?» Et Solignac lui a répondu « Mais c'est les chiffres de votre ministère. » Il n'était pas du tout au courant, c'est dire. Donc, Dupond-Moretti s'est repris et il précise aujourd'hui que le déploiement des bracelets anti-rapprochement 17 ont été distribués au 18 janvier 2021 et les 1260 téléphones grand danger qui ont été déjà distribués. Les ordonnances d'éloignement du conjoint violent qui ont permis son éviction du domicile, ont bien entendu permis de limiter les violences. Voilà, donc ça, c'est un peu le bilan de ce qui s'est passé du point de vue des féminicides durant cette période de 2020, c'est-à-dire à la fois l'explosion du nombre des appels
et en même temps une baisse, non pas drastique, mais tout à fait notable, parce que quand même 90 décès, c'est pas rien, du nombre de femmes qui ont été assassinées. Vous savez que les associations comme la Fédération nationale Solidarité Femmes regrettent beaucoup que dans le compte des mortes, il n'y ait pas celles qui meurent au bout de quelques jours d'hôpital. C'est-à-dire que c'est celles qui sont, on comptabilise celles qui sont mortes sous les coups, qu'on trouve mortes quand la gendarmerie arrive, mais celles qui sont hospitalisées et dont le décès n'intervient qu'après sont le plus souvent pas du tout comptabilisées. Donc, on a là encore tout un travail à faire. Donc, sur ce plan-là, pour répondre à votre question, Eva, j'ai envie de dire que le gouvernement, l'action du gouvernement a été une action de il nous a montré ce que peut faire une action politique avec un vrai suivi. En même temps, dans les conditions dans lesquelles on était, si on réfléchit à l'ensemble de la vie du pays, avec le nombre de morts égrenés tous les soirs, on voit bien qu'on ne pouvait pas se permettre, si je peux m'exprimer ainsi, d'en ajouter sur les violences, sur les féminicides. Voilà. Donc, je ne sais pas, Eva, vous voulez… Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de ces mesures comme étant des mesures temporaires. Est-ce que vous craignez un retour en arrière? Ben, je crains pas. Ce que je crains, c'est oui, en effet, que le gouvernement ne maintienne pas cette pression politique. On a vécu il y a 3 semaines un épisode qui nous a vraiment fichus en colère, mais bien. C'est que ce fameux numéro 3919 qui a été créé par la Fédération nationale Solidarité Femmes avant 2000 et qui est ce numéro d'appel qui est leur cœur de métier, auquel elle consacre quand même 31 professionnels. C'est un numéro d'appel qui est sanctuarisé. Vous avez 31 professionnels qui répondent. On peut appeler de n'importe où en France. Vous avez des gens qui appartiennent à tous les métiers, toutes les professions de la prise en charge des femmes et qui tout de suite vous adressent, quand vous téléphonez, à 3 associations qui sont proches de vous. Vous appelez du plus petit trou à côté de Tarbes, vous appelez des Alpes de Haute-Provence, vous avez une réponse tout de suite. Et ce numéro-là, qui évidemment reçoit beaucoup d'argent de l'État, je crois que c'est 1,6 million, et qui par ailleurs est soutenu par d'autres collectivités comme la ville de Paris, mais pas beaucoup, ce numéro, tout d'un coup, il était menacé. L'État considérait qu'il fallait en faire un marché public et que tout le monde pouvait postuler pour répondre à l'appel, et toutes les plateformes téléphoniques qui soient, vous voyez tout de suite, genre Orange, EDF et compagnie, pouvaient vraisemblablement répondre à ça. On a été très inquiets. Et la Fédération nationale Solidarité Femmes a pris le conseil de ses avocats et a dit, ah oui, parce qu'en plus, si la FNSF emportait le marché, elle avait comme obligation de donner toutes ces datas. Et ce marché n'était que pour 3 ans et elle ne pouvait pas le renouveler ensuite. Vous imaginez ce que ça signifie, ça ? Ces professionnels formés comme ça depuis tant d'années, qui ont conquis la confiance de tout le réseau associatif qui est en France et que nous connaissons, qui travaille sur les violences. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça ? C'était inimaginable. Donc, la FNSF a répondu en disant, c'est très bien, on ne postule pas. On ne postule pas pour cette ligne, on se débrouillera autrement, on fera autre chose. Et nous, à ECVF, nous avions commencé à contacter toutes nos collectivités adhérentes et les collectivités territoriales que nous connaissions pour dire c'est très bien. Nous, collectivités territoriales, prenons en charge ce numéro puisque les femmes qui appellent, elles sont partout en France. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que l'État que ça intéresse et qui impose ses dictates. Et puis, Elisabeth Moreno a dit que il renonçait pour le moment à cet appel et que la FNSF serait confirmée dans ses missions. Donc, ce que je veux dire par là, Asli, c'est que c'est tout le temps à recommencer. C'est tout le temps menacé. Vous savez, Simone de Beauvoir le disait, ça, tout le temps, c'est menacé. C'est tout le temps sur les droits des femmes que ça tombe. Yvette Roudy dit un truc très simple. Elle dit, les droits des femmes,
ou ça avance, ou ça recule. Il n'y a pas de surplace possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter de se battre. J'ai trouvé formidable ce que vous avez dit sur le combat des femmes. Ça me faisait envie d'être dans la rue avec vous. Je me suis dit, je vais y aller. C'est vrai, ça fait envie. Il faut y aller, quoi. Il faut aller avec elle. Comment on peut faire pour vous aider? J'ai envie qu'on fasse quelque chose pour vous, qu'on parle de vous, on le sait, ce qui se passe en Turquie, bien entendu, mais j'ai envie qu'on soit solidaires. C'est tellement formidable, ce mouvement-là. Voilà, ça, ce que je voulais répondre à votre question. Aslı, est-ce que tu veux... tu es la bienvenue si tu veux répondre. Sinon, on continue, on discutera après. Ok. Donc Geneviève, vous montrez aussi des évolutions positives et qu'il faut maintenir et qu'il faut suivre. Et donc voilà, il y a une existence de canaux qui petit à petit se débloquent, fonctionnent, s'il y a une volonté politique suffisante derrière. Et face à ça, et même dans cette situation, il y a aussi tout des mouvements de dénonciation de violences. Eva, si vous permettez, je veux quand même dire quelque chose sur la grande cause nationale, parce que moi, j'y étais le 25 novembre à l'Élysée quand le président de la République, j'étais comme présidente de ma commission au Conseil, on avait été conviés, et ce discours magnifique, hein, franchement, tout le monde était dans l'enthousiasme devant ce discours sur la grande cause nationale. Et là, quand on en parle entre nous, on rigole parce que c'est du discours, quoi. C'est des paillettes, c'est du bruit, c'est où sont les choses. Il confie ce dossier à une secrétaire d'État qui est Marlène Schiappa, qui a pratiquement pas de budget, qui est certes adossée au Premier ministre, et puis qui ne fait que de la communication et du marketing. Regardez les gens qui sont à son cabinet, c'est communication et marketing. Nous, on ne travaille pas avec ces gens-là. Dans le même temps, Marlène Schiappa ne reçoit pas les associations. Moi, je vais vous dire mon expérience personnelle comme présidente de l'Assemblée des femmes, qui n'est quand même pas n'importe quelle association. C'est une association fondée par Yvette Roudier en 92, qui est assez bien connue dans le paysage. Et donc, je lui dis, il faut qu'on se rencontre, on a des choses à débattre, dont la question des violences. Elle me donne 3 rendez-vous successifs. Je viens à Paris de Marseille, je paye mon train, je monte. Et premier rendez-vous annulé au dernier moment, donc tant pis. Deuxième rendez-vous, je monte. Je suis assise dans la salle d'attente et là, très ennuyée, sa chef de cabinet me dit « Madame la ministre vient d'être rappelée par le Premier ministre ». Même système. Troisième rendez-vous, elle m'invite cette fois pour un repas. Donc, j'arrive, je suis dans la salle d'attente, je connais le canapé d'attente par cœur, il est très joli. La chef de cabinet arrive et me dit à nouveau, puis très, très, très gênée, Madame la ministre ne peut pas être là, elle a été appelée en urgence sur une situation pour laquelle il fallait qu'elle soit là. Ce n'est pas possible de traiter des gens comme ça. C'est pas possible. Je ne suis pas la seule, je vous donne mon exemple parce que celui-là, j'en suis sûre, c'est moi qui l'ai vécu. Une ministre ne traite pas comme ça les gens du monde associatif. On est des bénévoles, on travaille, on est engagés, on a conquis des choses sur le terrain. Moi, j'étais membre du MLAC en 1973 et 74 pour la libération de l'avortement et de la contraception. J'ai un parcours de militante qui fait que, c'est pas pour me vanter, mais j'ai vu tous ces sujets être pris en charge. J'ai vu des politiques faire des choses formidables, j'ai vu des politiques s'en désintéresser complètement aussi. J'ai vu le combat des associations, je suis admirative de ça. Comment on traite des gens comme ça quand on est ministre? Vous voyez, c'est pas possible des choses comme ça. Là, elle me fait appeler par son cabinet parce qu'elle n'est plus ministre des droits des femmes, elle est ministre de je ne sais plus quoi, et elle veut rendre hommage aux femmes qui sont les Mariannes de la République. Et donc, elle construit un projet qui s'appelle 109 Mariannes. Alors, vous allez voir pourquoi. C'est parce que 109, quand vous l'écrivez en lettres, ça fait du 109. Moi, j'ai 76 ans, vous parlez d'un 109. Donc, ça m'a bien fait rire. Et le projet, c'est le suivant.
on vous prend en photo en pied par un super photographe et on vous installe au Panthéon avec à la main un objet qui est un objet symbolique. Comment voulez-vous que j'accepte de participer à une mascarade pareille? Je suis horrifiée qu'on traite comme ça des gens qui sont des représentants d'associations, de la société civile. C'est pas possible de nous humilier de cette manière-là. Je me fiche du Panthéon, je me fiche de ma photo, je me fiche du 109 ainsi est traité. Le 3 septembre 2019, elle veut lancer sa grande opération 2019. Pourquoi le 3 septembre? Parce que ça fait 3, 9, 19, c'est-à-dire c'est le numéro 39-19 de lutte contre les violences. Donc, ça fait un tabac sur les réseaux, c'est tellement drôle, hein, c'est vraiment quelle bonne idée. Et tout ça pour partir, quand elle a pris son nouveau mandat, en mettant en place comment appeler ça, la dégradation du numéro du 3919 et en faisant une plateforme qui obéira à un marché. Voilà, je cherchais le mot. Donc, cette politique gouvernementale-là est une politique gouvernementale qui est proprement scandaleuse quand on a affaire à un sujet qui est le sujet des violences faites aux femmes. C'est une tare dans notre société, dans ce que nous sommes les uns et les autres, dans la manière dont nous vivons. C'est une tare pour nous que nous portons ces violences, quelles qu'elles soient, de quelque niveau qu'elles soient. Et le traiter comme ça, c'est pas possible. Je crois qu'on se souviendra longtemps hein, du marketing et de la com, de la manière de traiter les violences. Donc ça, je voulais vous le dire et je voulais vous le dire clairement au travers de témoignages qui sont les miens. Hein, je l'ai vécu, donc je sais très bien de quoi il s'agit, parce que je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure de ce que doit être une politique qui est une politique respectueuse à l'égard des femmes et qu'on a connue, bien entendu, dans le passé. Pour rebondir là-dessus, justement, mais je me posais la question, enfin, je vous avais proposé quelques questions, mais après, vous pouvez choisir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il me semble qu'on doit finir à quelle heure Jérémy et Nicolas, en théorie, on peut dépasser. C'était parti pour finir dans 20 minutes, mais on peut encore prendre 2 heures, il n'y a pas de souci. Ok, mais je voulais vous poser la question justement de la défiance, de la baisse de confiance envers les autorités. C'est aussi lié à ce dont vous venez de parler, qui pousse certaines femmes et de plus en plus de femmes aussi à prendre cette défense dans leurs mains en dénonçant les violences sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est ce qu'on a vu dans le milieu du cinéma et de plus en plus de secteurs aujourd'hui, l'université, la restauration, l'entreprise, le sport, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça montre aujourd'hui, le recours à ce type d'action, d'après vous? Et est-ce que vous voyez ça comme potentiellement un outil féministe? Honnêtement, quand MeToo est arrivé, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais ça formidable. J'étais enthousiasmée. Je me suis dit, mais c'est formidable. Elles ont raison. C'est ça ce qu'il faut faire. Depuis le début où on parle de la question des violences faites aux femmes et des féminicides, on s'est heurté au déni. Quand l'enquête en VEF est sortie, la fameuse enquête sur les violences faites aux femmes, la première enquête française, on est en 2000. Et là, la réaction de tous, des politiques et des universitaires, s'il vous plaît, Hervé Lebras, Elisabeth Badinter en tête, leur réaction, c'est de dire, c'est pas vrai, c'est une mauvaise enquête, il y a des biais, ils n'ont pas su mener l'enquête comme il fallait. Et c'était pas possible d'entendre qu'en France, une femme sur 10 était victime de violences. Et c'est tout ce qui était répertorié dans cette enquête et le nombre de viols, etc. Et c'est le refus, il venait de ce déni, il venait du fait que les gens n'arrivaient pas à croire que c'était possible. Et dans ce sujet-là, toujours, vous êtes affrontés au déni. Et donc, cette réponse massive de MeToo, c'est ça qui a été formidable, c'est que ça a cassé
cette mécanique du déni. C'est plus possible. C'est plus possible. On est obligé de croire les femmes quand elles sont aussi nombreuses à se prononcer. Et voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Alors, la situation, elle est un peu compliquée pour les hommes. Et quelquefois, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, on voit bien ils n'ont pas envie qu'on les voit dans le camp des porcs, pour reprendre l'expression « balance ton porc ». En même temps, ils aimeraient bien que ce ne soit pas vrai, toutes ces dénonciations, que ça n'existe pas. Et on sent bien combien ils se sentent mal par rapport à ça. Et moi, je les encourage très vivement à rejoindre justement, à choisir leur camp fermement et à rejoindre le camp du courage. Et sur ce sujet des hommes qui, moi, me touchent beaucoup parce que j'ai des fils, j'ai des petits-fils, je n'ai pas du tout envie qu'ils se sentent très mal dans la société dans laquelle on est. Moi, il y a un livre que j'ai bien aimé, c'est le livre d'Ivan Jablonka qui s'appelle « Des hommes justes ». Parce que je trouve que, au travers de son histoire personnelle et de son cas personnel, il y a une petite chanson là, il y a un petit chemin qui est en train de se construire, et je trouve que ce chemin est chouette. Après, pour revenir à la question des violences et de MeToo, nous, à ECVF, on savait que c'était ça. Notre sentiment à nous, c'est que les violences faites aux femmes, je parle des féminicides, mais on parle aussi de tous les types de violences et d'agressions, c'est comme un iceberg qui tout d'un coup sortirait de l'eau, et on verrait arriver tout un tas de choses dont on n'avait pas l'idée jusque-là, une masse de violences accumulées dont personne n'avait idée, même nous, jusque-là. Vous savez, la première fois, j'ai toujours dans la tête un souvenir qui, je vais le partager avec vous. Quand j'étais élue dans les quartiers nord de Marseille, dans le 13e, 14e, c'est le quartier où j'exerçais. Au passage, 136 000 habitants, pas une librairie, pas un cinéma. Je suivais un collègue qui était député et qui me demandait de partager sa permanence et de recevoir avec lui les gens, surtout quand c'était des femmes. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui était venue pour demander un logement. Cette jeune femme, elle n'avait pas 30 ans. Elle était mère de famille, elle avait 2 ou 3 enfants. Et quand elle parlait, il n'y avait plus de dents dans sa bouche. Figurez-vous que je n'ai jamais imaginé pourquoi elle n'avait pas de dents. Et je me rappelle même quand moi-même, je me disais, mais enfin, une jeune femme comme ça, elle devrait être plus soignée. Et j'ai compris ce que ça voulait dire, mais des années après, je me suis dit, il l'a tabassée. Et c'est pour ça qu'elle voulait un logement. Tout son discours était un discours dans du papier de soie. Vous n'auriez rien pu imaginer de ça. Et moi, je n'étais pas formée. Et c'est pour ça qu'il faut que les élus soient formés, parce que les élus sont au contact de ces choses-là, et il faut que les élus apprennent à repérer les violences que subissent les gens dont ils ont la confiance, bien entendu. Justement, je voulais faire la transition, ça fait une bonne transition vers la prochaine question sur justement votre action au sein de l'Assemblée des femmes et des élus contre les violences faites aux femmes. C'est des actions de formation que vous faites auprès des élus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, l'action de l'Assemblée des femmes, c'est une action qui est partie du combat pour la parité en politique, qui est Yvette Roudy et Françoise Durand ont lancé l'Assemblée des femmes sur cette question d'absence de parité en politique. Donc, l'idée de départ, c'était que les femmes elles-mêmes ne voulaient pas se présenter en politique parce qu'elle s'estimait toujours incompétente, toujours ce fameux syndrome d'illégitimité. Et donc, on a démarré, notre travail, ça a été de donner aux femmes tous les outils possibles et imaginables pour leur donner le courage et la confiance pour être élues. C'est plus du tout le cas maintenant. C'est d'ailleurs formidable de voir comme les femmes qui se présentent aujourd'hui, c'est pas du tout un souci pour elles d'être compétentes ou pas compétentes. Elles se sentent complètement compétentes. Mais on continue à travailler en interrogeant toutes
les voies de transformation de notre société et en essayant d'en apporter une lecture féministe qui permette aux élus, aux futurs élus de s'en emparer et de voir comment comprendre ces mécanismes neufs de la société. Bon, donc ça peut être tout un tas de choses différentes. Notre dernière université qui était en octobre dernier, elle est en ligne, les actes sont en ligne sur le site de l'Assemblée des femmes, a interrogé les questions d'écoféminisme, aussi les questions des différentes formes de féminisme aussi, et puis aussi les questions du vieillissement des femmes. Voilà. Donc ça, c'est l'action de l'Assemblée des femmes. L'action de CVF, c'est une action qui est proprement destinée à lutter contre les violences faites aux femmes en passant par les élus. Donc notre public à nous, ce sont des élus. Nous partons du principe que les élus doivent se former, d'une part pour repérer les violences, d'autre part pour comprendre les mécanismes et puis pour les arrêter, et enfin sur leur territoire pour avoir des outils pour lutter contre les violences, quel que soit le niveau de mandat de l'élu, qu'il soit maire ou adjoint dans une toute petite commune, ou qu'il soit dans un conseil départemental, ou qu'il soit dans une région, ou qu'il soit à la ville de Paris, peu importe, à tous les niveaux, les outils peuvent être adaptés. Par exemple, moi je me rappelle très bien du maire d'une commune qui m'avait dit, une commune de mon département, des Bouches-du-Rhône, qui m'avait dit qu'il ne savait pas comment faire. Qu'il ne savait pas comment faire, qu'il avait une femme qui était venue le voir, elle était victime de violences, elle avait des enfants, il voyait bien qu'elle allait se faire fracasser, donc il fallait la mettre à l'abri, mais il n'était pas riche, il n'avait pas les moyens. Donc là, nous, à ce moment-là, on intervient et on les aide à construire un réseau dans lequel on fait rentrer toutes les communes environnantes et également aussi la gendarmerie qui a d'ailleurs souvent des très bons conseils à donner, et tous les réseaux sociaux qui peuvent se trouver sur toutes les communes, plus petites qu'elles soient. Et donc, ce modèle de réseau qu'on les aide à construire, c'est ce qui permet de repérer d'une part les femmes, d'autre part de les mettre à l'abri et surtout dans des endroits qui sont sanctuarisés et qui sont anonymes, où on ne pourra pas les retrouver. Bon, c'est le type d'exemple que je peux vous donner. On a d'autres actions donc, qui sont des expositions, qui sont des conférences. On attribue un prix CVF, les années non Covid d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près ça notre action. Mais l'essentiel, le cœur de l'action, c'est franchement la formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Et c'est une formation sur les violences qui part non pas qui n'est pas du tout, part pas sur les mêmes bases que les autres actions que les actions des autres associations. Elle part d'un point de vue d'élu et des besoins que l'on peut avoir quand on est élu. Je me souviendrai toujours de la parole d'un élu qui était maire de sa commune et qui me dit j'ai été appelée cette nuit, il l'avait tué, il y avait 2 enfants et je les connaissais très bien, c'est moi qui les ai mariés et en plus il était instituteur et je les ai eus ensemble en classe tous les 2. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Et c'est à cette détresse et au sentiment, c'est pas leur détresse à eux, c'est la détresse des femmes, mais aussi cette impuissance des élus qu'on essaye de répondre. Okay, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, c'est surtout un travail de formation à la réponse donnée, enfin, à la mobilisation des pouvoirs publics sur la question des violences faites aux femmes. Mais est-ce que, parce qu'en préparant cette conférence, on a aussi parlé des violences sexistes et sexuelles dans le milieu politique. Est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Ah, oui. À SCVF, on travaille beaucoup en lien avec les autres associations, comme par exemple la VFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, ou Femmes solidaires, ou d'autres associations. Et quand les violences sexuelles sont le fait d'élus, ce qui arrive d'une manière pas du tout rare,
comme vous pouvez le voir en suivant l'actualité d'ailleurs, c'est ECVF qui est interpellé pour intervenir. Et comme notre association est formée d'élus de tout parti politique et que la présidence est tournante par parti politique. En ce moment, c'est Hélène Bidard qui est PCF et qui est adjointe de la maire de Paris. Et on a des vice-présidences par parti politique. En général, c'est la vice-présidente du parti concerné qui s'occupe de l'affaire. Et donc, c'est vrai qu'on a eu affaire à on a eu à savoir des affaires extrêmement violentes. Nous, notre grand combat, c'est arriver à une loi qui interdise aux élus qui ont été condamnés pour violences sexistes et sexuelles, leur interdire d'être éligibles. L'inéligibilité des élus qui ont été condamnés pour victimes sexistes et sexuelles. Parce qu'on considère que c'est absolument scandaleux que ces gens-là continuent de représenter leurs concitoyens qui n'ont plus leur place dans aucun hémicycle d'ailleurs. Donc ça, c'est très difficile à faire passer. Cependant, si vous regardez les condamnations qui sortent quand il s'agit d'élus en ce moment, vous voyez que souvent, vous avez des peines d'inéligibilité que leur peine est assortie de peines d'inéligibilité. Donc, on suit ça, voilà. Les violences, c'est un continuum. Quand celui qui a tabassé sa femme, il recommence. On n'a pas parlé du lien entre le pouvoir et les violences faites aux femmes. Et moi, je n'ai pas de réponse toute faite. C'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup à ECVF. Pourquoi ça ? Nous, on pense que, dans notre association, nous pensons que il y a un sentiment, le pouvoir donne aux hommes en général, puisque ce sont eux les agresseurs dans la plupart des cas, un sentiment de toute puissance et surtout le sentiment de ne pas pouvoir être touché par une quelconque peine. Donc, ils ont un sentiment de toute puissance absolue qui les conduit à se comporter de cette manière-là. Ce n'est pas des histoires d'amour, hein, ça c'est des blagues. Toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles le diront. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Ce n'est pas du tout du sentiment amoureux, ça n'a absolument rien à voir. C'est des questions de possession, d'appropriation d'un corps. C'est des questions de ce type. On est puissant, c'est mon droit, c'est à moi, je le prends et comme je suis élu et que je suis un grand élu, eh bien, je ne serai pas puni. Vous êtes vraiment dans une mécanique de ce type et c'est ça qu'il faut arriver à casser. Alors, je ne sais pas si vous partagez ou pas cet avis-là, mais nous, c'est en général sur cette analyse-là que nous nous accordons. Justement, est-ce que vous pensez qu'on peut ouvrir la discussion Oui. en partant Oui. de là ou alors est-ce que vous aviez autre chose Oui, quand même, je veux dire un mot sur la prostitution qui est pour moi un sujet très très difficile dès qu'on arrive à l'international parce que les points de vue des différents pays ne sont pas les mêmes. Nous sommes abolitionnistes, la France est abolitionniste depuis très longtemps. On a une loi qui est la loi de 2016 et qui est une loi qui est extrêmement bien faite et que nous souhaitons protéger. Et cette loi qui est de renforcement de la lutte contre le système prostituteur et d'accompagnement des femmes qui veulent sortir de prostitution, c'est une loi qui est vraiment une belle loi. On la doit en grande partie à Maud Olivier, qui est justement la vice-présidente de l'association ECVF dont nous venons de parler un petit moment. Voilà, je vous remercie. Ok, ben merci beaucoup pour votre présentation. Et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de réactions dans le public, j'espère. D'abord, je voulais juste, je ne sais pas si vous avez vu, Geneviève, la réponse d'Asle, qui dit qu'elle espère qu'on organise des manifs et qu'on garde les rues simultanément tout ensemble. Voilà, donc je pense Asle était touchée aussi par cette solidarité.
Oui. Et en fait, tout à l'heure, mon bébé criait un peu trop. Je n'ai pas osé ouvrir mon micro, c'est pour ça je ne pouvais pas répondre. Ok. Est-ce que quelqu'un veut Alors, il y commencer? a Marie-Rose, pour poser les questions, soit vous les posez sur le chat, soit vous levez la main. Je crois qu'on n'est pas très nombreux et nombreuses, donc on doit pouvoir les poser directement. Comme il est déjà tard, on va essayer de garder des questions un peu concises. Marie-Rose a demandé d'abord la parole, ensuite ça sera Pierre. Marie-Rose, à toi. Je vais être assez rapide, mais en vrac, hein, c'est pas, sinon ça va être long. Asle, tu nous fais exactement la démonstration que les femmes sont multitâches, c'est-à-dire tu es dans un débat intéressant et important, mais en même temps, c'est toujours le rôle de maman, le rôle de, etc., qui te reprend quelque part. Une difficulté que les hommes en général ont moins. Maintenant, heureusement, il y a une nouvelle génération d'hommes qui participent un peu plus, mais on est toujours un peu dans cette problématique-là. Geneviève, moi, ce que je voulais dire, ma conscience de femme, si j'ose dire, a été éveillée aussi par Yvette Roudy, donc ce qui ne nous rajeunit pas. Mais Yvette Roudy, c'était qui? Yvette Roudy, moi, je vais le dire tout en vrac, puisque j'ai milité longtemps avec elle en Normandie, c'était pas une femme facile. C'était une emmerdeuse, faut être clair. Et elle avait le grand génie d'emmerder Mitterrand, qui lui-même n'était pas un féministe né. Mais elle l'a tellement embêté qu'elle a bâti donné les pierres angulaires de ce qui allait être la politique en direction des femmes après. Et puis on voit que tu viens de nous montrer que ça a beaucoup fait changer les choses en France, dans d'autres pays européens aussi, mais pour nous spécifiquement, c'était plutôt elle. Alors, bon, les femmes aujourd'hui, moi je suis désolée, elles se sentent toujours incompétentes, peut-être un peu moins qu'auparavant, où on avait vraiment ce complexe d'être un peu pot de fleurs, mais je rencontre encore beaucoup de femmes, surtout jeunes, qui disent « mais j'y arriverai pas, je ne suis pas, voilà, par rapport aux autres, par rapport aux hommes, etc. » Je crois que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est un combat constant, on n'y arrivera jamais. C'est comme tous les droits d'ailleurs, que ce soit les droits humains, que ce soit la démocratie ou autre, ce n'est jamais acquis. Il faut toujours se battre non seulement pour les maintenir, mais pour avancer aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les femmes, par exemple, juste pour la blague, et Asle, c'est très bien ça, et Eva aussi probablement. L'une des dernières fois où elles ont fait ces grandes manifestations, comme elles savent le faire en Turquie, elles se sont gentiment fait gazer. Et puis, toute la Turquie souriait un peu en disant elles acquièrent des droits, même celles d'être tabassées, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour elles, d'autant plus que je ne sais pas si mes statistiques sont toujours les bonnes, mais près de la moitié des femmes sont physiquement battues en Turquie, hein, ce qui n'est plus tout à fait le cas en France, mais on a, nous, plus peut-être des violences psychologiques qui sont tout aussi graves, mais on les aborde un peu différemment. Mais en Turquie, on en est encore au crime d'honneur dans certaines provinces. Et on en est à ce qu'il est admis que l'homme frappe la femme physiquement. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et c'est dommage qu'on n'ait pas le temps parce que c'est vrai qu'en Turquie, les femmes ont des droits formels, mais qui n'existent pas vraiment, sauf dans les milieux urbanisés, éduqués, etc. Donc, voilà. Et on n'aura pas le droit on n'aura pas le temps d'aller plus loin, j'en suis désolée, mais merci Asle, merci Geneviève, c'est passionnant ce que vous racontez. Merci Marie-Rose. Je voulais dire quelque chose en fait, jusqu'à l'amendement qui s'est réalisé en 2005. En fait, il y avait l'amendement de code pénal et maintenant le crime d'honneur, c'est un vrai crime. Mais avant, en fait, avant 2005, c'était presque toléré, en fait. Mais là, maintenant, la situation est beaucoup mieux, je pense. Oui, alors que des crimes d'honneur dans la communauté turque en France, ils ne sont pas isolés. Hein. Elle existe toujours, oui, effectivement. Ce qui pose le problème de l'immigration turque en France. Mais c'est un tout autre débat qu'on commencera à aborder demain pour ceux qui sont intéressés par le bilinguisme. Et puis, voilà. Petite pause promotionnelle.
Alors, on fait Pierre, toujours sa propre pub. Hein. vous vouliez poser une Oui, question? alors moi j'ai deux groupes de questions, bon, plus particulièrement liées aux violences faites aux femmes et aux enfants victimes ou témoins. Geneviève a parlé beaucoup de formation des élus, mais qu'en est-il aussi bien côté turc que côté français de la formation des forces de l'ordre qui reçoivent, est-ce qu'elles reçoivent une formation spécifique amenant en considération bienveillance, empathie, prise en compte des plaintes, surtout si je le lis aux propos préliminaires de Eva, qui disait qu'à peine 11% des plaintes étaient reçues et que 80% étaient déboutés, si je me rappelle bien son propos initial. Et le deuxième, existe-t-il, alors c'est plutôt pour Asli, existe-t-il un réseau de type tel que présenté par Geneviève autour du 3919 en Turquie, avec les numéros d'appel, les associations relais, les associations locales, etc. Et également pour Asli ou Eva, puisque j'ai eu l'impression qu'elle connaissait bien le domaine, le mouvement féministe en Turquie est-il, comment dire, sur l'ensemble du pays, on trouve du militantisme féministe sur l'ensemble du pays, y compris dans les petits villages agricoles, entre guillemets. Je dis agricole pour parler du monde paysan dans son sens général, ou seulement dans les grandes villes, capitales, Istanbul, Ankara, et les milieux intellectuels, ou juridiques, parce que j'associe les juristes aux intellectuels, vous le comprendrez. Voilà mes questions. Qui veut répondre en premier? En fait, il y a la ligne, mais en fait, c'était quoi? En fait, on ne conseille pas trop aux femmes à appeler cette ligne. Ça doit être sans quelque chose. Parce que, en fait, au début, je crois que c'est 184, un truc comme ça. Mais en fait, au début, cette ligne était fondée dans le cadre de la Convention d'Istanbul. Non, même avant, en fait, ça a été fondé. Et, en fait, c'était pour les femmes victimes de la violence au départ. Et après, ils ont ajouté d'autres groupes désavantageux dans ces lignes. En fait, après, c'est devenu aussi pour les femmes, pour les enfants, pour les âgés, pour les personnes âgées, et puis pour, comment on dit, Eva, shahid. Les proches des martyrs. les proches des martyrs et Ghazi, c'était quoi? Les vétérans. Oui, voilà, des vétérans, etc. Après, c'est devenu une ligne qui est occupée de tous les groupes désavantageux, et aussi les gens qui sont au bout de fil ne sont pas formés, en fait, psychologiquement pour gérer cette ligne. Malheureusement, c'est le cas. Et le mouvement féministe aussi demande demande la formation de ces gens. Et en fait, pour la force de l'ordre, c'est pareil. En fait, quand on se dirige vers la police, par exemple, pour se protéger de la violence, etc. Et là, il n'y a pas des officiers qui sont formés pour accueillir ces femmes. Voilà. Et on demande aussi des formations pour ces gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, notamment l'association Molchat, le Toit Mauve, qui est un refuge associatif. C'est le seul refuge associatif en Turquie à nos jours. Elle dénonce aussi la façon dont les femmes sont traitées dans les refuges étatiques, gérés par l'État ou par certaines municipalités. Elle considère, il y a certaines femmes qui considèrent même que c'est pire que rester chez soi. Donc, il y a aussi... En fait, l'approche des gens qui travaillent là-bas sont très différentes d'approches féministes. Et en fait, même s'ils avaient, comment on dit, des bonnes initiations, comment on dit, INIET.
une bonne volonté. Voilà. Même s'ils ont une bonne volonté pour les femmes, ils n'ont pas un aspect critique, par exemple, sur l'institution de la famille. Alors, par exemple, j'avais une réunion encore, c'était au niveau national, il y avait une réunion et il y avait des discussions, voilà, et il y avait une femme qui travaillait dans une maison de refuge étatique et qui disait que, en fait, je ne comprends pas pourquoi je ne donne pas les contacts de cette femme qui était dans le refuge à sa mère, par exemple. En fait, cette femme n'avait pas compris ou elle ne veut pas croire, comprendre que la mère de quelqu'un peut, comment dire, peut Être abusive aussi. comment? Peut être Oui, abusive violente et aussi. violente. Voilà, elle peut être violente aussi à sa fille. Tu vois, c'est très étrange parce qu'en fait, quand on voit surtout dans le cas des crimes d'honneur, en fait, il y avait la famille qui décide ensemble de tuer quelqu'un, par exemple. Dans les années 90, par exemple, il y avait le cas de Guldunian, peut-être tu l'as entendu, Eva, mais c'était avant que tu arrives en France, je crois. Oui. Et du coup, en fait, c'était très frappant pour nous. Et le frère de cette femme l'a tué. En fait, d'abord, il l'a blessé. Et puis, la femme était portée à l'hôpital. Et puis, lui, il l'a suivi et il l'a tué à l'hôpital. Voilà. Et en fait, il y a tout ça. Et je crois que quand on n'a pas un point de vue féministe ou critique, on ne peut pas voir ce genre de choses. Et surtout, en fait, ici, je crois que la critique de la famille comme institution est très importante et souvent, on ne voit pas ça dans les gens qui travaillent dans les maisons de refuge étatiques et qui ne sont pas en fait formés pour accueillir ces gens particuliers parce qu'en fait ils sont des officiers et au lieu de par exemple travailler à la sécurité sociale, elles travaillent dans ces maisons de refuge par exemple, tu vois, il n'y a pas trop... Ils peuvent placer ces fonctionnaires Voilà. pas de façon spécialisée, enfin, ils ne sont pas spécialisés. Voilà, il n'y a pas de spécialisation, malheureusement. Mais on demande ça, en fait. Et quand il y a, quand il y a des réunions des associations des refuges, des maisons de refuge pour les femmes, ils sont invités aussi, les gens qui travaillent là-bas. En fait, on essaie de garder le contact quand même avec eux. Juste sur la question du téléphone, enfin de la ligne pour les violences, il y a une application en Turquie, il me semble, qui s'appelle Kades. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses à cela, parce que c'est lié à... Donc, la ligne téléphonique n'est pas spécialisée, mais l'application Kades, qui est aussi très critiquée, mais l'application, en tout cas, c'est seulement pour les violences. Ah oui. Les situations d'urgence, et c'est connecté directement à la police. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai jamais essayé. Mais j'ai entendu que c'est critiqué, mais aussi c'est critiqué parce que, en fait, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Parce que si tu n'as pas un smartphone, du coup, tu peux pas l'utiliser. Et c'est un peu compliqué, peut-être. Enfin, il faut qu'il y ait la localisation allumée. C'est parfois, il y a eu des situations où les femmes ont eu recours à cette application. Enfin, c'est un fonctionnement assez simple où on appuie, il y a juste une fonction et ça connecte directement avec la police, normalement. Et il me semble que cette année, enfin, j'ai vu tout à l'heure en préparant que cette année ou l'année dernière, il y avait, je crois, entre 50 000 et 60 000 usages qui ont été faits de cette
pas seulement le téléchargement de l'application, mais vraiment D'accord. l'usage de l'application, quelque chose comme ça. Mhm. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais voilà. Et En je tout cas, oui, ne sais pas quand même, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que la police... Après, ça dépend aussi de ce que fait la police quand elle vient, enfin, si elle vient et si elle Oui, fait quand elle voilà, vient. il y a ça. Parce que, comme on disait tout à l'heure, sur la question de la formation et de la protection de la structure familiale, c'est vrai qu'il y a plein de témoignages aussi de femmes qui disent bah oui, ils sont venus, mais ils ont essayé de nous réconcilier, quoi. Ouais. Voilà. Il y avait une question quant au milieu mobilisé. Et j'entends pas. Il y avait une question quant au milieu mobilisé, à savoir si c'était simplement des milieux intellectuels ou si c'était très répandu dans la société turque et en fonction de la location En fait, du lieu. tu continues? Non, non, c'est bon. C'était juste sur le... Voilà. En fait, c'est pas que dans le milieu intellectuel, c'est généralisé. Et déjà, en fait, comme je dis, on est un groupe vraiment homogène, mais bien sûr, dans les milieux urbains, il y a plus de féministes, je pense, ou moins, peut-être on est plus visible. Mais on essaie de garder les liens avec d'autres plateformes des femmes aussi. Voilà. Oui, c'est un grand réseau, en fait. C'est pas seulement les grandes métropoles, il y a aussi beaucoup de collectifs dans les villes moyennes. Bon, j'ai l'impression que en Anatolie centrale, il y a peut-être moins, enfin, j'ai moins vu de collectifs de mobilisation, mais en tout cas, sur les côtes, dans le sud-est aussi, et la mer Noire, il y a pas mal soit de groupes vraiment locaux, soit de groupes qui sont de branches locales, de groupes qui existent aussi à Istanbul. Donc, elles sont vraiment connectées. Et par exemple, c'était en janvier 2019, je crois, qu'on a fait une réunion des femmes. Je ne sais pas si tu étais là-bas. Kadınlar Birlikte Güçlü Türkiye buluşması, la réunion de la Turquie, on dit. Et là-bas, c'était fait à Istanbul et on a accueilli des femmes de plus de 70 villes. Il y avait des représentantes des plateformes de femmes qui étaient venues à Istanbul et on a fait une réunion à Istanbul. Voilà, du coup, il y a 81 villes en Turquie et on avait accueilli des femmes de 60, plus que 70 villes. Je crois que c'était 71 ou 72. Est-ce que je peux poser une question à ce... Oui. Parce que je vois bien, tu as raison, Eva le soulignait également, en Turquie, les femmes sont très organisées. Contrairement à, je veux dire, les syndicats, par exemple, qui sont, voilà. Elles sont très organisées, elles sont organisées depuis longtemps. Elles sont très visibles aussi dans leurs revendications. Elles obtiennent des droits formels. Parce qu'aujourd'hui, on regarde, on a l'impression que, bon, ma foi, en Turquie, c'est pas si grave que ça. Par contre, ce que je constate, c'est qu'elles se battent vraiment d'une manière visible, d'une manière engagée, et qu'elles ne réussissent pas à vraiment faire avancer leur cause. Comment est-ce que... parce que bon, tu me dirais qu'il y a une question de mentalité, qu'il y a une question de maturité, de dialogue, etc. Il y a tout ça, on connaît. C'est un peu vrai partout. Mais comment se fait-il qu'en Turquie, où les femmes sont vraiment organisées, on les voit, elles sont dans les défilés, elles sont dans les rassemblements, elles prennent la parole dans la presse, elles organisent des symposiums, elles organisent des meetings. Comment se fait-il qu'elles avancent aussi doucement? Je crois que c'est un peu, en fait, le problème, c'est très ancien et je crois qu'on a bien avancé depuis que le mouvement a commencé. Et je crois qu'on a encore du temps parce qu'en fait, c'est pas encore, en fait, on ne peut pas changer tout. Du coup, je crois qu'il faut qu'on travaille, il faut doucement
aussi avec la mentalité avec des gens parce qu'en fait, il y a quand même, comment dire, l'image des féministes, c'est un peu comme, voilà, elles sont des marginales, etc. Mais déjà, c'est très récemment, on a, comment dire, on a arrivé à raconter aux gens qu'on n'est pas des marginales en fait. Donc, on est juste normal et on a des demandes parce qu'on vit, en fait, on veut vivre comme humaine. Donc, et en fait, il y a beaucoup de trucs à faire encore, mais on a besoin de temps. Et je pense qu'on doit être encore plus visible, mais le patriarcat turc se fortifie dans ces dernières années. Et je crois que c'est pas très. En fait, on peut pas séparer ce qui se. En fait, comment dire? En fait, je parle même. En fait, ça fait un moment que j'ai pas fait une intervention en français, désolée. Mais comme étant une partie du monde, la Turquie aussi suit un peu la tendance mondiale. Par exemple, le populisme, franchement, le populisme turc, ça fait des trucs très durs pour nous. Et surtout, les populistes et par exemple, en fait, ça incarne dans la personnalité de Erdogan, peut-être on peut dire ça. Il est conservateur, il est néolibéral et donc il est assez machiste, on peut dire. Et en fait, tout ça, et depuis très longtemps, en fait, ils ont le pouvoir et c'est un peu, comment dire, il a trop changé aussi le pays, je pense. On avait déjà des problèmes, mais ils ont ajouté, par exemple, avant, les gens, quand ils ne savent pas les choses, ils pouvaient avouer qu'ils ne le savent pas. Mais maintenant, par exemple, lui, il dit que, bah, en fait, je suis économiste, je suis sociologue, voilà, il est tout. Et en fait, ça aussi trouve ses reflets dans la société. Et c'est pour ça, en fait, nous, on a besoin de patience, je pense. Et il faut qu'on travaille dans ce step pour changer et en fait, dans tous les chaînes, on doit faire ça, en fait, à la fac, aux écoles, dans les rues. Merci. Nicolas. Oui, une question pour… Je voulais juste dire 2 mots pour Pierre sur la formation de la police et de la gendarmerie. Oui, excuse-moi Nicolas, excusez-moi. C'est la MIPROF qui pilote en partie cette formation, la MIPROF dont j'ai parlé. Et il y a une formation, oui, qui est faite, qui est tout à fait incomplète, inégale selon le territoire concerné. Vous pouvez avoir des formations de policiers formidables, je ne sais pas, à Toulouse par exemple, et à Caen, ça va être minable. Les associations, elles connaissent les commissariats de police. Par exemple, si vous avez une amie qui a un problème à Caen, vous appelez une association et vous dites j'ai une amie qui a un problème, il faut qu'elle dépose, qu'elle fasse un dépôt de plainte à la police. Est-ce qu'elle peut aller n'importe où? Et là, on vous dit non, certainement pas. Il faut aller au commissariat tel et tel parce que là, il y a quelqu'un qui connaît le sujet. Donc, cet exemple qui a 2 ans, il vous montre bien que les réponses ne sont pas les mêmes partout. C'est en cours. Toutes les professions, normalement, devraient avoir une formation aux violences, y compris les professions de médecins, etc. C'est intégré dans les études. Ok. Oui, une question pour Asle. Il y a une trentaine d'années, Nilufer Guelet écrivait le Musulmane et moderne. Et donc, montrait le voile comme un mode d'émancipation des femmes issues de milieux conservateurs, laissait entrevoir la possibilité d'un féminisme dans ces milieux-là. Depuis, on a eu Erdogan. Quel regard tu portes justement sur ces femmes? Est-ce que ça existe? Il y a un féminisme chez les femmes voilées qui dépasse simplement la revendication du voile et de faire 3 enfants? Et est-ce qu'il y a des convergences entre ces féminismes? En fait,
Pas très récemment, en fait, depuis quelques années, je ne peux pas donner exactement les dates, mais il y a des féministes musulmans en Turquie et qu'elles font vraiment très belles choses. Je ne sais pas si Eva, tu l'as suivi, mais l'année dernière, je crois Havle a organisé un colloque de 2 jours qui était vraiment chouette avec des bons noms. Et maintenant, il y a un lien entre, en fait, je ne sais pas c'est qui nous, en fait, je ne sais pas, je vais dire nous, mais c'est pas nous, en fait, les féministes qui ne se définissent pas comme musulmans et les féministes musulmans, on peut dire. Il y a un lien entre nous et on se ressemble au forum aussi et il y a une bonne base de discussion entre nous parce qu'en fait, elles sont aussi, en fait, comme j'ai dit au début, quand Eva m'a dit qui sont dans ce mouvement féministe en Turquie, c'est tout le monde qui trouve le patriarcat comme un problème. Et elle trouve patriarcat et les problèmes structurels qui dérivent du patriarcat aussi comme un problème. Et oui, en fait, je crois que c'est comment on dit, les acquis de troisième vague de féminisme, qu'en fait, tout peut être relatif. En fait, il y a des femmes qui voient le voile comme un élément de la pression patriarcale, mais il y a d'autres femmes qui disent qu'en fait, on se libère. En fait, pour nous, le voile, c'est un élément de l'émancipation. Alors, je crois qu'on ne peut pas les juger comment elles peuvent faire comme elles veulent, et nous, on peut faire comme on veut. Et le truc essentiel pour moi, c'est de pouvoir discuter tout ça entre nous. En fait, ça regarde que à eux, en fait, qu'est-ce qu'elles vont faire avec le voile, je pense. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais hein, non, pas du tout. Si. Tu as bien compris ma question. Ok, merci. Parce que, en fait, c'est très intéressant. Moi, j'ai commencé à me définir comme féministe quand j'étais en France parce que, en fait, j'ai passé tous mes 20 ans en France. Et avant d'y être, ok, je disais que j'avais des tendances féministes, mais je n'étais pas militante. Et en fait, quand je partais d'ici, il n'y avait pas des féministes musulmans, je crois. En fait, au moins, elles n'étaient pas organisées. Mais elles disent que elles sont la première génération qui se définissent comme féministes et même dans leur communauté, elles sont un peu, comment dire, altérisées aussi, si je dis, other. Je pense, hier, j'ai parlé avec justement une membre de l'association Havle, qui est une association qui se définit, comme tu disais, ouvertement comme féministe musulmane. Voilà, et il y a d'autres, la précédente, avant cette association, il y avait un autre réseau qui s'appelait... il y a Rachel Blog, c'est un blog où elle récolte plein d'articles, mais ce n'est pas un collectif précis, mais plein d'articles de femmes musulmanes qui se définissent ou pas comme féministes, mais en tout cas qui veulent parler de questions de droits des femmes. Oui, je voulais dire que donc, j'ai parlé avec celle de Havle hier, et elle considère que la lutte pour, qui a organisé les femmes musulmanes dans les années 90 pour le droit à porter le voile dans les institutions publiques, quand ce droit a été gagné ou accordé en 2013, je crois, d'après elle, c'était une manipulation. Enfin, elle disait pourquoi maintenant? Ils pouvaient le faire avant, pourquoi choisir de le faire maintenant? Donc ça l'a plutôt renforcée dans ses positions, dans l'opposition, quoi. Et aujourd'hui, oui, elles sont peut-être altérisées, comme tu disais, marginalisées peut-être au sein des... parce qu'il y a des femmes musulmanes très actives en politique, mais elles ne se définissent pas comme féministes.
Mais elles, c'est vraiment leur position, ça va bien au-delà de la lutte pour pouvoir porter le voile. D'après ce qu'elle me disait hier, en 2014, il y a eu le meurtre d'une jeune fille qui s'appelait Özgecan Aslan, et c'est un meurtre qui a mobilisé énormément dans l'opinion publique et les féministes en Turquie. Et elles ont fait des actions contre les violences faites aux femmes, et elles ont proposé des discussions aussi qui s'appelaient, par exemple, les hommes dans l'islam. Enfin, elles veulent vraiment remettre en question l'utilisation de la religion pour légitimer le patriarcat et les violences. Donc, je pense qu'elles font vraiment un travail interne, et on le voit peut-être pas parce qu'on est en dehors aussi. Ouais. Mais elles font un travail interne. Hier, elle me disait même, nous, on proposait d'arriver à... Enfin, après, c'est des revendications dans lesquelles peut-être on ne se reconnaît pas, mais pour elles, c'est important dans leur communauté. Par exemple, de pouvoir prier dans certains lieux de la mosquée au lieu d'être coincé derrière des panneaux à l'arrière. Elle, c'était une de leurs revendications aussi, mais c'est une revendication qui fait bouger les lignes dans leur communauté, en fait. Enfin, en tout cas, c'est leur objectif. Il y a ça. Et je pense qu'en fait, c'est très important parce que nous, on ne peut pas faire ça. Et je crois que, en fait, déjà, l'islam en Turquie est super modéré, en fait, par rapport aux autres pays. Mais, en fait, si il y aura un changement au sein de la religion, ça doit venir d'eux, en fait. Nous, on est dehors et on ne peut rien faire. Dès qu'on critique, c'est comme, en fait, ce sont des non-musulmans qui nous critiquent, blablabla, qui sont occidentalisés, blablabla. Mais après, quand les critiques viennent d'eux, ils devaient prendre en compte, en fait. Mais bien sûr, il y a certains points, je crois que moi, je ne peux jamais trouver un consensus avec eux dans certains, dans certains commentaires. Je crois qu'on peut, en fait, moi, je ne peux jamais trouver le consensus. Mais aussi, il y a d'autres points qu'on peut, en fait, qu'on dit des trucs pas très loin de l'un de l'autre. En fait, ça dépend du sujet, je pense. Merci. Merci. Geneviève, vous vouliez poser une question à un moment. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Vous vouliez poser une question à un moment. Non. Non, ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser ou un commentaire à faire après ces échanges particulièrement riches et, je dois dire, enthousiasmants? Eh bien. Je peux dire mon plaisir de vous avoir entendu toutes les trois. C'était superbe. Merci pour l'invitation. Et j'étais contente d'être ici aussi, de discuter avec vous. Merci d'avoir insisté alors que je ne voulais pas. Pareillement, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, très sympa et vraiment un bel échange. Merci. Et en plus, un débat organisé, impulsé par des hommes, fait pour des femmes. Alors, on peut quand même leur laisser un tout petit peu de mots de sympathie et de, comment dire, de tendresse, parce que ils sont pas tous horribles. Moi, j'en ai connu des chouettes à travers les ans, Geneviève probablement aussi. Et puis, même en Turquie maintenant, quand je vois les jeunes papas promener leurs jeunes enfants en poussette, je me dis que les choses avancent quand même un peu. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci pour ces mots, Pierre. Si je peux dire aussi un petit quelque chose. Vas-y, Jean-Michel. Avant de partir, notamment par rapport à ce qu'a dit Marie-Rose sur le fait que l'action des femmes, que les femmes bougeaient, qu'on les voyait beaucoup par rapport à d'autres structures masculines. Et je crois que ça c'est vraiment très vrai. J'en ai fait l'expérience. Mais simplement,
je pensais que ça pouvait être juste vous relire un poème de Jean Ferrat qui dit « Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume face à notre génération. Je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. » Voilà. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Merci à toutes et à tous. Merci à nos invités. Merci Eva pour ta modération. Merci à toutes celles et à ceux qui sont connectés, même depuis la côte ouest américaine. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour une autre conférence dans quelques semaines. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus pratico-pratique, j'allais dire, puisqu'on va parler de vaccination, a priori. Voilà. Il faut qu'on en parle au bout d'un moment. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. La vidéo sera en ligne dans quelques jours. Et c'est sur quoi? Sur YouTube? Sur YouTube, ouais. Je vous enverrai bien sûr le lien où Eva ou Nicolas. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.